Tout de suite, c'est Crime Story. Les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Survivant. Aujourd'hui, un trou dans la glace de Doug Allen. Parfois qu'on s'ennuie tellement qu'on en vient à regarder le téléphone dans le fol espoir qu'il se mette à sonner. C'est mon cas dans ce fichu embouteillage. Je regarde le téléphone en face du levier de changement de vitesse. C'est alors qu'il se met à sonner. Aujourd'hui, voyez-vous, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de pas le décrocher. Seulement, comme je suis de la brigade des stupes, je décroche. Brigade des stupéfiants, Ronnie Dukarski à l'appareil, j'écoute. Ronnie, j'ai une certaine Hélène Newell sur la ligne 2. Elle me dit qu'elle est ta femme. Mon ex-femme, Georges. Mon ex. Passe-la moi. Ronnie? Hélène, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Mélissa... Non, Ronnie, la petite va très bien, rassure-toi. Mais, comment dire, j'ai peur de devoir t'annoncer une mauvaise nouvelle, Ronnie. Gus Labrec est mort aujourd'hui. Bon sang. Gus est mort? Arrêt cardiaque? Non. Ronnie, il s'est noyé. Dans le fleuve, à Heartland Park. Noyé? Mais qu'est-ce que tu me racontes, Hélène? On est au mois de novembre. Apparemment, Ronnie, il s'agit d'un suicide. Le fleuve est gelé. Gus s'est éloigné du bord en marchant sur la glace et il est passé au travers. On a trouvé son manteau et son chapeau sur la rive. Non, Hélène. Non. Gus n'aurait jamais fait une chose pareille. Ronnie, Gus avait une maladie incurable. Je sais plus quoi dire. Aussi, je raccroche, sans même dire au revoir à Hélène. Gus. Un père pour moi. Mais j'étais un bon fils adoptif. J'avais à peine 14 ans que je suis allé frapper à sa porte pour postuler à un emploi de magasinier aux constructions navales Labrec. J'avais mis mon plus beau costume qui venait tout droit de l'armée du Salé. J'avais également un Superboy poché, cadeau de mon oncle Stanley. Le même jour, Gus m'a offert un emploi et un nouveau toit. Puis, il est allé parler à mon oncle Stanley. Leur petite conversation a dû être plutôt du rail, parce que Gus est revenu lui aussi avec un œil au beurre noir. Mais il paraît que mon oncle Stanley en avait deux, des yeux au beurre noir, et une épaule démise. Curieux, parce que Gus n'était pas très baraqué, force nerveuse, sans doute, la colère du juste. Gus m'a offert une chambre et une place dans sa famille. Sa femme et ses 3 fils m'ont adopté immédiatement. J'ignore s'il a fait le bon choix, Gus, parce que j'ai été, involontairement, bien sûr, la cause de la mort de l'un de ses fils, au moment du Vietnam. L'entreprise de Gus travaillait pour le ministère de la Marine et on n'était pas obligé de partir au combat. Mais moi, tête brûlée, je suis parti. Et Harry, le plus jeune fils de Gus, a voulu imiter mon exemple, pour son plus grand malheur. Il est mort stupidement dans un marécage de Louisiane pendant un exercice de préparation militaire. Quand j'ai appris ça, j'ai plus osé regarder Gus en face. J'ai fui à Détroit, je me suis engagé dans la police, et je ne l'ai jamais revu vivant. C'est dire mon malaise quand je monte la longue allée qui mène à l'antique demeure des Labrec. Mon angoisse quand je sonne. C'est Chris, le plus jeune des fils encore vivants, qui m'ouvre la porte. Il me dévisage pendant une éternité. Son regard est vague, son haleine sent l'alcool. Finalement, ça fait tilt dans sa pauvre tête. Ronnie Dukarski, bah ça alors si je m'attendais. Salut, Chris. J'ai appris la nouvelle. Ah ben ça alors, Ronnie. Entre.
Il m'entraîne à l'intérieur. Il fait très chaud. Il y a beaucoup de monde. Des gens qui parlent à voix basse. Je reconnais vaguement quelques voisins. Le docteur Alan Labrec, l'aîné des fils de Gus, se tient à l'autre bout de la pièce. Il a, bien évidemment, 10 ans de plus, mais ne manque pas d'allure. Chris lance à la cantonade. « Voyez, bonnes gens, le fils prodigue est de retour !» Alan écarquille les yeux et vient dans ma direction. « Bon sang, Ronnie, t'as mauvaise mine. T'as besoin d'un verre. C'est le médecin qui parle. Allons dans la bibliothèque, veux-tu ?» C'est alors que je croise le regard de Clara. Clara Labrec, la veuve de Gus. Mamie. Elle doit maintenant approcher des 80 ans. Elle ne les fait pas, malgré le chagrin qui se lit sur son visage. Elle vient à ma rencontre et m'embrasse tendrement. « Oh, Ronnie. Ronnie. Allons dans la cuisine, veux-tu? J'ai à te parler. » Je fais un pâle sourire d'excuse à Alan et je la suis. Une fois dans la cuisine, elle se retourne pour voir si on est seul et pose les mains sur mes épaules. « Où étais-tu passé, Ronnie, depuis tout ce temps? » Voyez, j'ai beau être flic et mesurer 1m85, j'en suis pas moins au bord des larmes. Au stup, mamie. Je veux dire, à la brigade des stupéfiants de Détroit. Alors, mon grand, c'est bien que tu sois venu. D'abord pour dire adieu à Gus. Ensuite parce que tu es policier. Pardon, mamie? Oui, parce que tu es policier, Ronnie, tu m'as bien entendu. Je ne pense pas que Gus se soit suicidé. Tu sais que Gus était condamné à souffrir et à mourir. Tu le sais, Ronnie. Oui, mamie. Tout en parlant, elle ouvre un tiroir et en sort un petit flacon. Vois-tu, Ronnie, Gus avait prévu ça pour nous quitter. Elle ouvre le flacon et fait rouler sur la table de la cuisine quelques gélules. Oui, je vois, mamie, je vois. Que voulez-vous que je fasse? Ton métier de policier, mon petit. Ton métier. Enquête. Maintenant, va. Nous aurons tout le temps de pleurer ce soir. Perplexe, je vais retrouver Alan à la bibliothèque. Alors, Ronnie, je suppose que maman t'a dit ce qu'elle pense de cette histoire, c'est ça? Oui, Alan. Et vois-tu, j'ai tendance à la croire. Allons, Ronnie, ne vois-tu pas qu'elle n'accepte pas la mort de papa? J'en sais rien, Alan. Pourrais-tu me dire où ça s'est passé? Il me regarde longuement avant de me répondre. Tu perds ton temps, Ronnie. Mais t'es têtu, hein? Ça s'est passé à Harlan Park, pas très loin du kiosque à journaux, tu vois? Oui, je vois. Merci, Alan. Une demi-heure plus tard, je longe l'Algonquin gelée. À cet endroit du parc, le fleuve n'est pas loin de la rue. On entend nettement le bruit de la circulation derrière une haie de Troène au sommet d'un talus. Je finis par apercevoir le trou dans la glace. Ce trou béant, comme une fenêtre brisée donnant sur un autre monde. Pauvre Gus. C'est alors que j'avise le kiosque à journaux. Tandis que je m'approche du vendeur, de vieux souvenirs ressurgissent. Cette haute silhouette, ce foulard rouge dans les cheveux. Cochise. Le vieux Cochise. Je m'approche. Mais c'est Cochise! L'homme lève la tête. L'homme n'a plus d'yeux. Un regard vide. 2 cicatrices en forme d'étoile. Vous désirez, monsieur? Cochise, c'est moi, Ronnie Dukaski. Oh, excusez-moi. Le Vietnam m'a pris les yeux et la mémoire. Qu'est-ce que je peux pour vous, monsieur?
J'ai un ami qui s'est noyé hier, pas loin d'ici. Gus Labrec. Vous connaissez peut-être? Oui. Lui, je me souviens, oui. Il a toujours été gentil avec moi. Mais j'ai appris... Mais oui, il y a quelque chose de bizarre. Il y a eu un terrible accident. Une femme ivre qui a embouti une dizaine de voitures. Des tas de gens criaient dans tous les coins. Mais voyez, j'ai plus d'yeux, mais j'ai l'oreille assez fine. J'ai entendu Gus crier. Oui, monsieur, je l'ai entendu crier, Gus. Il criait. Arrête, abruti. Abruti ou espèce d'abruti. Enfin, quelque chose comme ça, oui. Oui, c'est bien connu, ça. Les non-voyants ont l'oreille plutôt fine. Si Cochise l'a entendu, c'est que Gus a crié. Mais après qui criait-il? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Où un flic, quand il n'est pas chez lui, peut-il aller se renseigner? Dame, chez d'autres flics. Évident. Je file donc au commissariat le plus proche, je montre mon insigne au sergent de service et je me retrouve dans le bureau d'un inspecteur. Je lui parle du témoignage de Cochise, le marchand de journaux aveugle. Écoutez, lieutenant, la conductrice qui a provoqué l'accident est une alcoolique chronique. Elle prétendait se rendre au centre de désintoxication quand elle a vu un ours traverser la route. Quoi? Un ours? Ben oui, lieutenant, c'est ce qu'elle prétend, elle était ivre. Hein. Bref, vous connaissez la suite. Dans le boucan de l'accident, je me demande comment Cochise aura entendu Gus crier à plus de 40 mètres de là. Les Indiens ont l'ouïe fine, inspecteur. Allez, entre collègues, vous ne savez rien d'autre? Gus n'aurait pas eu quelques ennemis? L'inspecteur me regarde et se met à réfléchir en jouant avec un crayon. Bon, mais c'est bien parce que vous êtes un collègue, et en plus de la brigade des stupes. Est-ce que vous savez que le plus jeune des fils, Labrec, Chris, se drogue? Chris? Manquait plus que ça. Vous connaissez le dealer, inspecteur? Oui, Bobby comme Zach, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Le nom de Bobby Comzac me replonge 30 ans en arrière. Oui, inspecteur, j'étais à l'école avec lui. Une sorte de petit blouson noir. Oui, eh bien, aujourd'hui, Bobby Comzac porte des costumes 3 pièces et se fait appeler Robert Connors. Le Krinecker Hall, ça vous dit quelque chose? Attendez, le nouveau centre commercial, c'est ça? Eh bien, c'est ça, oui. Eh bien, le Krinecker Hall, c'est lui. Blanchissement de l'argent, inspecteur? On peut appeler ça comme ça, lieutenant. Aucune charge contre lui, inspecteur? Seulement des présomptions, j'imagine. L'inspecteur hoche la tête. Il semble souffrir. Comme vous dites, lieutenant, seulement des présomptions. Une dernière chose. Gus l'a appris il y a un mois. Il a fait tout un cirque. Il est venu pour me demander si j'avais une idée du dealer. Et alors? Alors, je l'ai renseigné. Quoi? Vous l'avez renseigné? Oui, lieutenant. Il faut bien qu'on neutralise les appuis que Connors s'est fait au conseil municipal. Foutaise, inspecteur, foutaise. La vérité, c'est que vous vous êtes servi de Gus. Et si ça se trouve, vous avez sa mort sur la conscience. Enfin, lieutenant, il n'y avait pas de trace de lutte au bord du fleuve. Cet accident de voiture est arrivé au bon moment, n'est-ce pas, inspecteur? Au revoir. Une demi-heure plus tard, un taxi me dépose en face du nouveau centre commercial Krinecker Hall. J'entre dans le bâtiment Robert Connors et compagnie. Je m'adresse à la réceptionniste. Monsieur Connors est-il là? Vous avez rendez-vous, monsieur? Non. Je viens de Détroit. Dites à Bobby qu'il y a eu un décès dans la famille et qu'il ferait bien de me recevoir. Je m'appelle Ronnie Dukarski.
J'ai peine à reconnaître Bobby Comzack en Robert Connors. Le type même de l'homme d'affaires élégant, tendance Golden Boy. Il me dévisage. On se connaît, n'est-ce pas? Attendez, René Descasques. Ah, bien sûr. Je suppose que la famille n'a à déplorer aucun décès, je me trompe? N'êtes-vous pas une espèce d'agent fédéral aujourd'hui, René? Exact, Bobby. Brigade des stupéfiants de Détroit. Et qu'aime vaut le plaisir de ta visite, René? Rassure-toi, Bobby, je ne suis pas venu avec un mandat. Un mandat? Alors, on est un peu de sérieux. On parlera de ça plus tard. Par exemple, un jour où nous serons face à face, toi et moi, dans une salle d'interrogatoire. Non. Aujourd'hui, je suis venu te parler de Gus Labrec. Il réfléchit, puis hoche la tête. Excellent comédien. Non, le pauvre, oui, j'ai appris. Figure-toi qu'il est venu me trouver il y a un mois. Oui, je sais. Je m'en doute que tu le sais, René. Il m'a demandé si je ne pouvais pas l'aider à remettre Chris dans le droit chemin. Ben voyons. L'assistance sociale, quoi. En quelque sorte, René. En quelque sorte. Bref, Gus et moi, nous avons parlé du bon vieux temps. Du bon vieux temps? Qu'est-ce que ça veut dire? De la prohibition, bien entendu, René. Il m'a appris que, pendant la crise de 1929, son père avait sauvé les constructions navales Labrec de la faillite en armant des bateaux pour transporter du whisky de contrebande destiné aux gangs de Chicago. Ouais. Petite conversation entre nostalgiques, si je comprends bien. Tu comprends bien, René. Tu comprends très très bien. Oh mon Dieu, déjà 7 heures. Si tu le permets, René, j'ai affaire. Tu veux bien m'excuser, n'est-ce pas? Nous nous reverrons quand tu le voudras. Au revoir. Je retourne chez les Labrec à pied. J'ai besoin de réfléchir. Je regarde Chris sans sympathie. C'est peut-être à cause de lui que Gus s'est noyé. René, tous ceux que t'as interrogés, tu crois qu'ils t'ont dit la vérité? Oui, Chris, j'en suis sûr. Tu sais, j'ai l'habitude du mensonge. Dans mon métier, tout le monde ment. Mais là, personne n'a menti. Alors, c'est que tout le monde a dit la vérité, René, hein? Tout le monde a dit la vérité. Cette petite phrase enclenche quelque chose dans mon esprit. Tout le monde a dit la vérité. Tout le monde a dit... Nom d'un chien! L'ours! L'ours que la conductrice ivre a cru voir débouler devant elle. Je me lève d'un bond, j'enfile mon blouson et je sors. René, où tu vas? Attends, je t'accompagne. D'accord, Chris. J'aurai besoin de ta voiture. Un quart d'heure plus tard, je me gare près d'un bâtiment à l'arrière de l'hôtel de ville. Quand il voit où nous allons, Chris est tout excité. Je te comprends pas, René. Mais c'est drôle parce que je suis déjà venu ici avec papa il y a très longtemps. Je sonne à la porte. Oui, qu'est-ce que c'est? Police, ouvrez. Un vieux type un peu aviné nous ouvre immédiatement. Ah, vous avez vu l'heure qu'il est, monsieur? Oui, dites-moi, je cherche un grand chien noir. Montrez-nous vos pensionnaires, mon vieux. Le préposé à la fourrière nous conduit dans une grande pièce où des dizaines de chiens nous regardent et aboient derrière des cages. Un grand chien noir, monsieur? Attendez... Ah ben oui, on en a reçu un hier soir avec une patte cassée. Et à vous? Montrez-le-moi, s'il vous plaît. Le vieux nous conduit à une cage où un grand chien à l'épaisse fourrure brun foncé est étendu, une patte plâtrée. Oui, il est à moi. Eh ben, il a eu de la chance, votre chien, monsieur. Hier, une automobiliste complètement ivre l'a renversé pas loin du fleuve. Oui, ce vieux chien a eu plus de chance que vous ne le croyez, l'ami. Après que cet automobiliste ivre l'ait renversé, croyant que c'était un ours, il a fui tout droit vers le fleuve et il est allé patiner sur la glace. C'est alors qu'un vieil ami qui passait par là
l'a traité d'abruti en essayant de le ramener sur la rive. Le vieux chien est revenu sur la terre ferme, mais pas mon vieil ami. La glace a cédé sous lui et il est mort. Tu vois, Chris, ton père a toujours eu un faible pour les chiens perdus sans collier. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, un trou dans la glace de Doug Allin.